Yo yo yo. Ça va les gars? Ça va nickel. Le principe aujourd'hui, c'est que je vais faire un live juste après la finale de Ligue des Champions. Et il y a quand même quelques événements sympas sur la planète foot niveau mercato, etc. Donc c'est l'occasion d'en discuter ensemble. Et je pense de construire un petit peu l'analyse en direct. Franchement, j'ai quelques idées sur Peter Bosz et sur Hakimi au PSG, bien sûr. C'est deux sujets assez stylés. C'est officiel. Bon, ça l'était depuis 18h39. Le néerlandais Peter Bosz, nouvel entraîneur de l'OL, annoncé dans un communiqué, ça s'est fait vite, hein, c'est cool ça. Moi, sur le papier, je suis très satisfait, très content. Très heureux d'annoncer la nomination de Peter Bosz, 30 juin 2023, donc sur un contrat de 2 ans. Et il me semble que c'est 1 an en option en plus. Il parle le français depuis son expérience à Toulon, ça on l'a pas mal vu ressortir ces derniers temps. Son parcours, après avoir mis un terme à sa carrière de joueur en 99, Peter Bosz s'est tourné vers celle d'entraîneur en 2002 aux Pays-Bas, avec le club de Graafschap. 3 ans plus tard, il permet à Heracles Almelo d'être promu en Eredivisie, avant de rejoindre le Vitesse Arnhem, puis le Maccabi Tel Aviv. Nommé entraîneur de l'Ajax Amsterdam à l'été 2016, saison exceptionnelle. Après, forcément, il y a une petite nuance à apporter, parce que quand t'es l'Ajax et que tu termines 2e, est-ce que c'est réellement une saison exceptionnelle ou est-ce qu'on est sur une petite exagération du communiqué officiel de l'OL. Bayer Leverkusen en décembre 2018, qui qualifiera pour la Ligue des Champions avec une 4e place en Bundesliga. Il emmènera jusqu'à la finale de Coupe d'Allemagne. Priorité de Juninho à diriger plus de 400 matchs en tant qu'entraîneur. Bon, moi je trouve que c'est pas anodin de parler de priorité de Juninho dans la conférence de presse, même si visiblement pendant longtemps était question de Christophe Galtier. Donc priorité de Juninho théoriquement, mais en réalité peut-être pas, ou alors Christophe Galtier c'était la priorité de Jean-Michel Aulas sur laquelle Juninho était plutôt d'accord. Je pense pas que sur le communiqué de l'annonce de l'arrivée de Rudi Garcia, je pense pas qu'il y ait écrit priorité de Juninho. Donc c'était en cours de saison effectivement, mais la première phrase c'est retenu à l'unanimité à l'issue de ces auditions, et il y a moins le côté priorité de Juninho. Donc bon, ça je pense que ça mérite quand même une petite mention. Sur l'idée de Peter Bosz, qui s'est régulièrement appuyé sur les jeunes joueurs pour bâtir son projet, ça c'est un point fondamental de son profil et de quelque chose qu'on mentionnerait dans l'analyse, parce que pour l'OL il y a plusieurs choses, mais déjà tu as un des centres de formation les plus performants d'Europe, et en plus tu te retrouves dans une conjoncture économique compliquée où tu vas vraisemblablement devoir t'appuyer encore plus que davantage sur ton centre de formation. On peut miser sur le fait qu'il n'y aura pas de très grosses recrues, qu'il y aura un recrutement assez réduit. L'idée, j'imagine, sur la saison qui vient, sur les prochaines, c'est de miser sur ton centre de formation, et peut-être un petit peu dans la même veine que ce qu'on avait vu en 2014, 2015, 2016, enfin cette période un petit peu plus dure économiquement pour l'OL, où l'OL s'était plutôt appuyé sur son centre avec Lacazette, Umtiti, Tolisso, Nabil Fekir, etc. Un autre gros point, effectivement, c'est à quel point est-ce que... je crois qu'il était mentionné le fait qu'il allait ramener son propre staff. Ça, c'est un énorme point, surtout à l'OL. On sait que c'est une problématique depuis un moment maintenant. On fait pas vraiment confiance. Il y a certaines pistes qui ont été... on a mis un terme à certaines pistes, notamment Laurent Blanc à l'époque, parce que on voulait maintenir le staff en place. Donc ça, c'est un gros truc. Il arrive avec 5 personnes, adjoints, analyse vidéo, 2 scouts et un préparateur physique. Ok. Son fils, Sonny Bosz, quitte l'Ajax pour intégrer la cellule de recrutement de l'OL. Ok, donc son fils qui est scout, et peut-être ça fait partie un peu du deal, t'ajoutes un scout. Bon, après, quand bien même ce serait un peu pour faire plaisir à Bosz, on a besoin de scouts, donc on prend. Si déjà t'as un 4-3-3 avec Brandt et Havertz en tant que numéro 8, ça te laisse augurer des perspectives avec des joueurs qui, dans certains clubs aujourd'hui sont numéro 10 ou faux numéro 9 comme Havertz régulièrement. Donc on est sur des... En tout cas, ils rechignent pas à potentiellement mettre des profils très très offensifs et très portés vers l'avant sur ces rôles-là. Peut-être moins équilibrés entre guillemets que certains autres entraîneurs. Donc ça c'est intéressant. Cherki en 8 sous Peter Bosz, c'est pas quelque chose qui me semble absolument inimaginable par exemple. Si t'es Peter Bosz et que t'arrives et que tu dis que tu vas articuler une bonne partie de ton projet autour des jeunes,
bah, tu vas pas mettre Cherki sur le banc 30 matchs de la saison. Enfin, vraisemblablement, il va encore plus jouer que cette année. Et si tu es aussi Peter Bosz et que tu dis que tes ailiers, ça doit être des joueurs de percussion rapides et capables d'exploser en transition, bah vraisemblablement, c'est pas tout à fait le profil de Cherki. Après, ce qui est sûr, c'est ce qui va changer aussi, c'est l'investissement sans ballon qui sera demandé. Enfin, à partir du moment où déjà tu es friand d'un jeu très offensif et que tu veux limiter les déséquilibres du coup que ça va créer, parce que j'ai vu aussi que Bosz avait été assez critiqué pour les déséquilibres qu'il n'arrivait pas trop à résoudre dans son effectif. C'était très offensif, mais jugé comme parfois un peu trop idéaliste, beaucoup de buts encaissés derrière. Et si en plus tu es aussi friand du pressing apparemment et du pressing à la perte, bah ça va devoir demander soit des profils différents et du recrutement, soit transformer la mentalité de pas mal de joueurs. Forwards and then accelerates, taking the return pass before playing a neat 1-2 with Kevin Folland to score. It's a superb exposition of movement and the change of pace that Brand. Ouais, si on voit des mouvements comme ça l'année prochaine, on sera content quand même. C'est sûr que ce sera intéressant aussi quand je vois les défenses en Ligue 1 qui sont différentes dans leur approche que les défenses françaises. Là, il y avait pas mal d'espace et il faudra réussir à percer plus de blocs bas peut-être que ce que tu retrouves en Allemagne. Peut-être que si on devait identifier une phase de jeu classique Peter Bosz, ça partirait avec du pressing à la perte et ça partirait avec une récupération haute dans le camp adverse. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux retrouver dans tous les championnats. Enfin, à partir du moment où tu perds un ballon bas, tu as la possibilité de contre-presser contre absolument n'importe quelle équipe. Donc ça, je pense que pour le coup, ça dépend pas particulièrement du championnat. Franchement, c'est un 4-3-3 vraiment classique, quoi. On a le 6, les deux 8 et 10 qui sont là, ailier gauche, buteur, ailier droit. Deux ailiers extérieurs très rapides qui attaquent la profondeur et connexion axiale 6-9 pour le plus grand bonheur des supporters lyonnais. Et là, on se retrouve avec le fameux... bon, pas tout à fait, mais c'est un peu comme Guardiola avec les 5 couloirs de jeu qui sont occupés, une répartition des joueurs offensifs de manière assez rationnelle. Un ici, un là dans le demi-espace. Bon, c'est pas tout à fait ça parce que Havertz, c'est pas exactement dans l'axe, il est entre le demi-espace et l'axe, mais tac, le 4e et le 5e tout là-bas, avec quand même une bonne densité côté ballon, 4 joueurs offensifs qui sont vraiment... Enfin, 3 joueurs offensifs qui serrent le porteur. Et ouais, effectivement, projection même très très loin. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est... En fait, quand tu vois des appels comme ça, tu sais qu'il y a des principes qui sont travaillés, tu sais qu'il y a des consignes qui sont données. Enfin, un joueur, et en plus un joueur peut-être jeune comme on en a à l'OL, ferait pas cette course s'il n'y avait pas la consigne et s'il n'y avait pas cette phase qui était vraiment travaillée. Là, tu vois ça dans un match, tu dis ok, il y a des idées qui sont travaillées, qui sont répétées. Donc, en l'occurrence, le milieu central, après avoir trouvé cette passe verticale, continue la projection et apporte le surnom. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Quelle réaction à la perte de balle ? Est-ce que le Bayern recule ? Non, au contraire, l'équipe avance grâce à des changements de statut rapides pour venir agresser l'adversaire. Changement de statut, c'est pas un concept qui me parle. J'imagine changement d'attitude, quoi. Tout de suite, on percute sur le fait qu'on vient de perdre la balle. J'imagine que c'est ça qui est mentionné. Donc vraisemblablement, toujours l'idée de... S'il y a une zone dans laquelle tu veux encourager le jeu adverse, c'est dans le demi-espace. J'imagine parce que c'est un endroit où tu vas plus facilement pouvoir contre-attaquer ensuite. Parce que moi j'ai aussi beaucoup vu des entraîneurs qui veulent orienter le jeu adverse sur les côtés parce que c'est là que le joueur va être plus coincé, piégé. C'est Guardiola qui dit la meilleure zone pour presser, c'est enfin le meilleur. Guardiola il dit le meilleur défenseur c'est la ligne de touche. Donc l'idée qu'un joueur sur le côté il a qu'une direction dans laquelle aller. Donc beaucoup de joueurs qui veulent faire ça, beaucoup d'entraîneurs qui veulent faire ça. Là Peter Bosz qui est plus axé sur ouvrir le demi-espace s'il y a une zone à ouvrir. Si t'es haut sur le terrain, la ligne de l'OL sera assez haute. Si l'appel et la passe sont bons, alors le danger est immédiat, vu que la ligne défensive est haute. Si le défenseur du Bayern remporte le duel aérien, il y aura des solutions sur le second ballon, puisque la ligne défensive est coupée du reste de l'équipe. Donc un contre-pressing ou un pressing qui peut être assez vulnérable sur le jeu direct, les longs ballons, c'est là que tu vas avoir besoin de centraux costauds. On a fait une petite review des principes de Peter Bosz, on a parlé de 2-3 trucs.
Et voilà, on peut parler d'Achraf Hakimi, un latéral droit prometteur, jeune, qui a montré qu'il avait d'énormes qualités sur un poste où le football mondial est sinistré de manière générale et où le PSG a des manques énormes depuis longtemps. S'il y a 2 postes que le PSG a besoin de renforcer en priorité, c'est peut-être les 2 latéraux. Donc voilà, ça c'est la première idée comme ça. Je pense que c'est la musique un peu forte. Pardon. Hop. Il y a le côté piston, mais est-il vraiment un latéral? Alors Hakimi cette saison, 37 apparitions en Serie A, 78 minutes, 78% des minutes jouées, 7 buts et 10 passes. Ah, j'aurais pas dit d'aussi gros stats quand même. Les notes moyennes pour Who Scored: Lukaku 7,47, Lautaro Martinez 7,17, Brozovic numéro 3, Hakimi numéro 4, Barella numéro 5. Mais du coup, effectivement, on est sur, en tout cas pour Who Scored, pour leur algorithme, pour leur manière de voir, on est sur plutôt des grosses performances. Vous vous souvenez quand on avait fait, si vous avez vu la vidéo, on avait fait l'analyse de Nicolo Barella, et ça avait été l'occasion, on a parlé de Lukaku aussi, mais sur l'analyse de Barella, ça avait été l'occasion de parler un peu de l'Inter sur les phases de relance, l'Inter avec ballon un peu de manière générale, et on avait vu qu'il passait beaucoup par les côtés pour relancer, et dans cette animation, Hakimi, on l'avait aussi pas mal vu sur la vidéo. Tu vois les projections rapides qu'il t'apporte comme ça. Attiré par le but aussi, hésite pas à les percuter vraiment dans l'axe ou dans le demi-espace, là, 1 contre 1. Bon, le pied gauche, c'est dommage, quoi, mais ici, petite volonté de... je crois, j'ai l'impression que comme si il faisait mine de couper ça, là, ou en tout cas de vouloir aller un petit peu sur le côté, et en fait... il repart pour peut-être, parce qu'il anticipe le fait que, un peu comme Peter Bosz, ce qu'on a décrit tout à l'heure, sur le fait d'aller dans le demi-espace, les transmissions demi-espace comme ça. En fait, il revient et il essaye, j'ai l'impression, de couper cette transmission. Mais ça, c'est un truc que dirait Juninho, c'est quelle réaction à la perte. Il s'arrête un petit peu, petite... communication corporelle avec Barella, mais tout de suite après, on repart. Et voilà, ça se pose pas trop de questions, ça repart vite pour courir. Je pense que quand t'as Antonio Conte, t'as pas envie de te faire engueuler. Ouais, ça, c'est un gros truc. La qualité du pied gauche pour ressortir. On en avait parlé peut-être dans une autre vidéo, mais super important en tout cas pour les latéraux, pour les joueurs excentrés, d'avoir un bon pied, pas que le pied de la ligne à laquelle ils sont collés, mais aussi le pied pour rentrer intérieur. Et ça va beaucoup aider, je pense. Ouais, là c'est quand même une bonne séquence. La vitesse pour vite contrer. Si on imagine un PSG qui en Ligue des Champions veut faire à peu près les mêmes choses qu'il a fait cette saison, c'est l'exploitation des grands espaces en transition, bah là tu t'ajoutes une arme supplémentaire énorme sur ce registre. On voit ici, il part peut-être pas tout à fait gagnant sur ce duel à la base. Ouais, si, bah, dur à dire parce que l'autre doit se retourner en plus. Mais bon, il n'y a pas de... Clairement, il sort largement gagnant. Mais on voit via ses actions un profil de contre-attaquant quand même. Bah, c'est pas mal. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir regardé. Bisous.